Chers lycéens, chers étudiants, chers collègues, mesdames, messieurs, je suis particulièrement honorée et heureuse de vous accueillir aujourd'hui au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, pour cette 10e édition du Printemps de l'économie. Dès avant-hier, dans l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental, vous avez commencé à réfléchir à la notion de sobriété, à sa dimension politique, à la puissance parfois sous-estimée de ce concept qui vient remettre en cause le modèle de croissance actuel, à son impact sur le défi de la transition climatique et sur la société en général. La sobriété, une utopie ? Vous vous êtes posé la question dans une session qui apportait un début de réponse que j'ai trouvé plutôt encourageant. Une utopie, peut-être, mais une utopie réaliste. Hier, vous avez réfléchi aux conséquences politiques de cette marche vers la sobriété et notamment à l'aptitude ou l'inaptitude des systèmes démocratiques à prendre les décisions qui s'imposent dans des délais courts. De grandes questions géopolitiques ont été soulevées et vous avez abordé, entre autres, la question des usages inconsidérés du numérique. Aujourd'hui, le thème de la journée tient en 4 mots. Sobriété, l'essence de demain. À nouveau, ce thème vous invitera, avec impertinence, à vous poser des questions d'une très grande pertinence. J'en mentionne quelques-unes. Quels sont les leviers et les moyens qui permettront d'avancer sur la voie de la sobriété ? La finance durable est-elle un levier approprié ? Quels sont les enjeux macroéconomiques des différentes politiques mises en œuvre ? Quels sont les rôles respectifs des gouvernements et des banques centrales ? Et j'ajouterai volontiers, quel est le rôle des juges ? Car depuis quelques années, les juges jouent un rôle de premier plan en matière de changement climatique et peut-être aussi de sobriété. Vous avez peut-être vu, il y a quelques jours, le 17 octobre, le Conseil d'État a de nouveau condamné l'État à payer une amende. C'est difficile de parler d'amende lorsque l'État est condamné. Généralement, c'est lui qui encaisse les amendes. Et cette fois, c'est lui qui va payer une somme de 10 millions d'euros par semestre. Donc, en l'occurrence, c'était 2 fois 10 millions d'euros par semestre de retard, car il avait été précédemment condamné pour ne pas avoir mis suffisamment en œuvre les différentes mesures que le Conseil d'État lui avait enjoint de mettre en œuvre pour œuvrer à une meilleure qualité de l'air dans certaines zones. Les juges ont un rôle essentiel aujourd'hui en matière de sobriété et particulièrement de sobriété énergétique. Tout a commencé lorsque les juges néerlandais de première instance ont condamné l'État néerlandais pour ne pas avoir mis en œuvre les engagements internationaux de l'État néerlandais. Et cela a fait un peu tache d'huile. Et l'on voit de plus en plus cette alliance entre des associations ou des fondations, des citoyens qui saisissent les juridictions et les juges qui, comme vient de le faire le Conseil d'État, condamnent l'État à mettre en œuvre ce qu'il a dit faire et ce qu'il a promis de faire. Mais revenons au sujet d'aujourd'hui. Vous vous demanderez aussi comment gagner en souveraineté. Les énergies renouvelables seraient-elles la voie ? Et si aucun levier n'était vraiment efficace, alors ne faudrait-il pas renoncer, une fois pour toutes, à la croissance ? À moins que le salut ne passe par la technologie et par le déploiement de nouvelles politiques industrielles et commerciales stratégiques, ou encore, par un processus plus global de planification en lien avec la transition énergétique. Toutes ces questions appellent, si ce n'est des réponses définitives, du moins des débats éclairés. En tant qu'ancienne professeure de droit et ancienne conseillère d'État, je voudrais lancer un autre débat, impertinent et, j'ose le croire, pertinent également. Et si le principe de sobriété faisait son entrée dans la Constitution ?
Il y a bien aujourd'hui le principe de précaution qui est entré dans le bloc de constitutionnalité. Alors pourquoi pas un principe de sobriété? Et s'il faisait aussi son entrée dans le Code civil, aux côtés des grands principes directeurs du contrat? Il y a bien dans le Code civil le principe selon lequel les contractants doivent former et exécuter leur contrat de bonne foi. Alors, pourquoi pas contracter aussi avec sobriété? Et s'il faisait son entrée dans le Code de la consommation, comme grand principe directeur, consommer avec modération, avec sobriété? Et dernière question, mais je vous la livre, je n'irai pas plus loin. Comment sanctionner ce principe de sobriété? Faudra-t-il réformer le code pénal? Mais je n'irai pas plus loin, car cela deviendrait très impertinent. En tant aujourd'hui qu'administratrice générale du CNAM, permettez-moi très brièvement d'insister sur nos 3 missions. 3 grandes missions que sont la formation, la recherche et la diffusion de la culture scientifique et technique. En matière de sobriété, beaucoup de transformations passeront, me semble-t-il, par l'éducation. Et de grands progrès ont été faits en ce domaine, ces printemps en sont l'illustration. Des progrès ont été faits aussi par l'éducation nationale ces dernières années, l'éducation nationale étant devenue un acteur majeur, et ceux qui sont jeunes ici le savent parfaitement. Je suis heureuse de vous voir et de voir que vous êtes sensibilisés à ces sujets. Mais je voudrais dire qu'il ne suffit pas d'avoir été formé une fois à l'école, au collège, au lycée. Il s'agit d'être formé aujourd'hui tout au long de la vie, en raison des transformations et des innovations de la société. Et c'est là que le CNAM entre en jeu, car c'est notre mission première d'assurer cette formation continue tout au long de la vie. Et d'assurer cette formation en lien étroit avec la recherche. Et c'est la spécificité du CNAM, une recherche étroitement liée aux formations que nous dispensons. Et enfin, autre spécificité, cette insistance mise sur la diffusion de la culture scientifique et technique. Et cette diffusion de la culture scientifique et technique est, me semble-t-il, un enjeu démocratique aujourd'hui, un enjeu citoyen. Pour vous engager, pour participer à des débats, il faut d'abord vous éclairer. Et c'est là encore le rôle du CNAM. Vous le voyez, le CNAM se positionne donc comme un think tank de la République. Et c'est donc à ce titre que je suis particulièrement fière et heureuse de vous accueillir aujourd'hui, de vous accueillir dans cet amphithéâtre, l'amphithéâtre Paul Painlevé, qui porte le nom d'un grand scientifique né en 1863, qui fut un mathématicien, qui fut un rare théoricien de l'aviation naissante. Et je vous invite à aller au musée du CNAM, voir les premiers avions qui y sont exposés. Mais Paul Painlevé a aussi été un grand enseignant. Et vous le savez peut-être, la place qui fait face à l'entrée d'honneur de la Sorbonne est baptisée place Paul Painlevé. Il fut aussi un politicien, un parlementaire, un ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, un ministre de la Guerre, des Finances et un ministre de l'Air. Il a même été président du Conseil et il a joué un rôle important au CNAM. Donc, comme le montre l'exemple de sa vie et comme le montre aussi le printemps de l'économie, et je salue ici la présence parmi nous de son fondateur, M. Pierre-Pascal Boulanger, science, culture et politique sont étroitement liées. Tout est dans tout. Et c'est cette réflexion que je vous livre pour que vous puissiez commencer aujourd'hui ces débats extrêmement intéressants qui s'annoncent. Et il est temps maintenant que je passe la parole aux participants de cette première table ronde sur la finance durable. Et je remercie particulièrement les enseignants du CNAM qui se sont impliqués dans cette table ronde. Donc, la session est animée par Alexis Collomb, professeur du CNAM qui a la chaire Finance de marché, et Yves Gégourel, professeur du CNAM qui tient la chaire Économie des matières premières et transition durable, et par Pierre Welst, ingénieur, chercheur en sciences humaines et professeur émérite de l'École des Ponts Paris-Tech. Je vous souhaite à tous et à toutes, et à tous ceux qui nous regardent de loin, de toute la France et de l'étranger aussi, une excellente journée.
Merci beaucoup, Madame l'administratrice générale, pour cette introduction de fond avec des questions extrêmement intéressantes, impertinentes et pertinentes, comme vous l'avez dit si bien. Donc, parce que nous avons peu de temps et toujours beaucoup de sujets à couvrir ici au printemps, donc je vais, avec une transition très rapide, présenter les deux intervenants que nous avons pour aujourd'hui, qui sont Pierre Wels. Alors Pierre Wels vous avez été introduit par l'administratrice générale. Très rapidement, je vais vous laisser compléter des éléments de biographie qui vous sembleront importants. Je dirais que vous êtes un polytechnicien, ingénieur des ponts, vous avez une très longue carrière, vous avez été notamment, je crois, président, directeur général de l'établissement public Paris-Saclay de 2010 à 2015. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous connaissez bien le CNAM. Vous avez travaillé ici avec notre collègue Laurent Davzy sur des questions d'aménagement des territoires. Vous êtes ici un peu chez vous, je crois. Et vous avez écrit de nombreux ouvrages dont nous aurons l'occasion de reparler très vite. Et puis, à votre gauche, à votre droite pour ceux qui nous regardent, donc, nous avons Yves Gégourel, qui est nouveau titulaire de chaire du CNAM en économie des matières premières et transition durable. Donc, les matières premières, un sujet absolument essentiel, intrinsèquement lié aux questions de sobriété, bien entendu, et deuxième intitulé de votre chaire, transition durable, les questions, bien entendu, de durabilité des transitions. Alors, la session d'aujourd'hui était intitulée « La finance durable peut-elle servir la sobriété ?» Je vous dirai moi-même, comme troisième intervenant, quelques mots là-dessus, mais très brièvement. Mais on va d'abord commencer, en fait, par planter le décor, je dirais, sur la sobriété, de manière très générale avec Pierre Wels. Pierre Wels, commençons peut-être par cela, en fait. Pourquoi faut-il parler de sobriété, d'après vous, au niveau macroéconomique? Ça marche? Ça a l'air de marcher. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, en effet, moi, je ne vais pas parler de finances. Je vais essayer de répondre à cette question. Au fond, pourquoi faut-il de la sobriété? Alors, le mot sobriété, comme vous le savez, a fait une entrée assez fracassante dans le débat public ces derniers temps à cause de la question énergétique. On se dit, est-ce qu'on va avoir de l'électricité et du chauffage cet hiver? Et une des réponses, c'est de dire il faudrait peut-être réduire la consommation. Voilà. Donc, baisser les thermostats, passer la température à 19 au lieu de la mettre à 23. Bon, donc, mais ça, c'est une vision très parcellaire de la question de la sobriété. Et la question de savoir pourquoi, de manière plus générale, on a besoin de sobriété par rapport au très grand enjeu que nous connaissons tous, qui est le changement climatique, le dérèglement aussi de la biosphère, etc. Pourquoi, au fond, faut-il de la sobriété? Un certain nombre de gens pensent qu'il n'y a pas vraiment besoin de sobriété. Et donc, pour introduire le sujet, je voudrais faire une distinction qui, pour moi, est très importante, qui est la distinction entre efficacité et sobriété. Alors, vous allez voir, c'est très facile à comprendre. L'efficacité, c'est faire de meilleurs produits, de meilleurs services, avec moins de ressources. Voilà. C'est une définition assez simple. Une voiture est plus efficace si elle fait plus de kilomètres avec moins d'essence. Bon. Alors, le problème, c'est que l'efficacité, qui est au fond le concept directeur des entreprises et des industriels en particulier, a longtemps négligé un certain nombre d'éléments d'efficacité qui est temps maintenant de réintroduire. Donc, le premier sujet, c'est de passer de l'efficacité au sens traditionnel, réduire les ressources en capital, en travail, en matières premières, bien sûr, en énergie. Ça, c'est l'histoire industrielle, c'est ça. À passer de ça à ce qu'on peut appeler l'éco-efficacité, c'est-à-dire intégrant, par exemple,
l'ensemble de la durée de vie des produits, comme on dit parfois du berceau à la tombe. La voiture électrique, il faut regarder pas seulement la construction de la voiture et son usage, il faut les matières premières, mon voisin vous en reparlera tout à l'heure, à l'amont, et puis le recyclage des déchets, etc. Il faut regarder tout ce que les économistes appellent, vous connaissez ce mot, je pense, un peu barbare, les externalités, c'est-à-dire tout un tas de choses qu'on met en dehors du périmètre habituel de l'efficacité. Bon, alors, voilà. Première chose à dire, c'est que cette éco-efficacité, elle reste un élément tout à fait fondamental pour aborder la transition, ou ce que moi j'appelle la bifurcation écologique. On a déjà fait des progrès. Nos process industriels, par exemple, sont aujourd'hui incomparablement plus efficaces que ce qu'ils étaient il y a encore 15, 20 années ou, a fortiori, il y a un siècle. Donc on a des progrès considérables en efficacité. Alors, un certain nombre de gens disent c'est très bien, poussons l'efficacité dans tous les domaines et on va régler les sujets. Le problème, c'est que ça ne marche pas parce qu'il y a un diable dans la boîte, enfin il y en a plusieurs d'ailleurs, et en particulier un truc assez basique qui s'appelle l'effet rebond. Alors je vais vous donner quelques exemples, vous allez comprendre tout de suite. Premier exemple, l'aviation. Les avions aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces, y compris en termes d'émissions, y compris en éco-efficacité, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, que les avions d'il y a 30 ou 40 ans, mais beaucoup, beaucoup plus efficaces. Les progrès je ne vais pas vous donner de chiffres, mais les progrès sont spectaculaires. Le problème, c'est qu'au niveau mondial, l'aviation émet plus de gaz à effet de serre, beaucoup plus qu'avant. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gains d'efficacité, ils ont été absorbés par la croissance de la demande, qui a été beaucoup plus forte voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Un autre exemple, très rapidement, l'éclairage. Ça vous paraît peut-être mineur, mais les gains d'efficacité en matière d'éclairage, là aussi éco-efficacité, ont été totalement spectaculaires sur le dernier siècle. Ça approche presque de la loi de Moore dans la microélectronique, c'est-à-dire qu'on a gagné un facteur 100 000, quelque chose comme ça, sur un siècle. C'est tout à fait incroyable. Le résultat, c'est que la consommation globale d'énergie et de matière aussi pour l'éclairage n'a fait qu'augmenter. Et vous avez aujourd'hui ces magnifiques vues de l'espace, vous voyez les images de Thomas Pesquet ou d'autres, que vous voyez la planète éclairée. Voilà. Bon, donc ça c'est un deuxième exemple. L'exemple du bâtiment que j'ai évoqué en commençant, on parle beaucoup aujourd'hui de l'efficacité de la fameuse croisade contre les passoires thermiques. Vous savez, il faut mieux isoler les logements. Ça, c'est des politiques d'efficacité. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en tout cas jusqu'à une date récente, c'est qu'en général, ces gains ont été très largement absorbés par l'augmentation tout simplement des températures. Et d'ailleurs, les thermiciens du bâtiment, je ne sais pas s'il y en a dans cette maison au CNAM, savent très bien, ils appellent ça d'ailleurs l'effet rebond. Voilà. En termes techniques, on appelle ça aussi l'effet Jevons, mais peu importe. Alors, maintenant qu'on a dit ça, donc il faut de la sobriété quelque part. On voit bien que si on est uniquement sur la piste de l'efficacité, on ne va pas s'en sortir parce que tout va être mangé par l'augmentation de la demande, surtout dans le contexte mondial que vous connaissez, avec la montée très rapide des classes moyennes dans les pays émergents qui augmentent la consommation mondiale de manière tout à fait spectaculaire, en Chine et pas seulement en Chine. Alors, maintenant, ce que je voudrais dire pour conclure, parce que je crois qu'il faut qu'on soit très bref, c'est donc il faut de la sobriété. D'une certaine façon, il faut réduire la demande. Je n'utilise pas le terme de décroissance, parce que c'est un terme qui brouille les cartes, mais d'une certaine façon, on voit bien que si on n'agit pas sur la demande, c'est aussi bête que ça, si on n'agit pas sur la demande en même temps qu'on agit sur l'offre, eh bien, tout simplement, on n'y arrive pas. Voilà. Bon. Alors, comment agir sur la demande ? Alors, en général, quand on parle, donc c'est là que moi je parle de sobriété. Vous voyez, je reprends l'exemple du bâtiment, le fait de mieux isoler les bâtiments, pour moi, c'est pas de la sobriété, ça c'est de l'efficacité.
Après, il faut de la sobriété parce que sinon, on arrive avec ces effets rebonds, finalement, on annule l'avantage qu'on a acquis en isolant les bâtiments. Le problème, c'est qu'on a une fâcheuse tendance à considérer que la sobriété, c'est uniquement une question de comportement individuel. J'ai vu, par exemple, il y a un sondage Opinionway là, qui a été fait. On pose la question sur la sobriété énergétique, c'est uniquement au niveau des comportements individuels. Et d'ailleurs, vous connaissez tout ça, les fameux bons gestes, éco-gestes, la vertu écologique, prendre le vélo plutôt que la voiture, moins voyager en avion, manger moins de viande rouge en particulier, etc., etc. Bon. Alors, est-ce que c'est suffisant? La réponse est non. La réponse est non. Alors, c'est très difficile à estimer. Il y a des études qui ont été faites. Il y en a une qui a été faite par un groupe de chercheurs norvégiens, notamment. Ils ont regardé ce que donnait l'application de 91 éco-gestes, voyez, et avec la vertu norvégienne, c'est-à-dire on le fait vraiment à fond. Et on regarde ce que ça donne sur les chaînes de valeur. Et on dit qu'avec ça, on a fait à peu près le tiers, entre le quart et le tiers du chemin qui est nécessaire pour arriver à des objectifs du type zéro émission nette en 2050, enfin ce genre d'objectifs, vous voyez, des objectifs de Paris. Alors pourquoi? Eh bien parce que je pense qu'il faut au-delà, alors bien sûr, un quart c'est beaucoup, et donc la question des comportements individuels est tout à fait majeure, et on a raison d'insister là-dessus. Mais en même temps, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et donc, il y a d'autres formes de sobriété, et en particulier, il y a une deuxième grande forme de sobriété, qui est ce que j'appelle, moi, dans mon jargon, la sobriété systémique. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est, en fait, nos gaspillages individuels, ils sont largement entraînés par la façon dont la société, notre société est organisée. Je vais prendre un exemple sur la mobilité, par exemple. Bien sûr, c'est mieux, si on peut le faire, de prendre son vélo plutôt qu'une voiture thermique polluante et même une voiture électrique. Le problème, c'est que beaucoup de gens, pour beaucoup d'activités, indépendamment même des questions d'âge, etc., tout simplement ne peuvent pas organiser leur vie avec du vélo. Le vélo, c'est formidable, mais c'est très bien pour se déplacer dans Paris ou sur de courtes distances. Mais l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de la mobilité, il est fait dans les grandes couronnes de nos grandes villes, tous ces gens qui sont en ce moment même sur l'autoroute A6 ou les autres autoroutes urbaines autour de Paris ou autour de Lyon en train de souffrir patiemment parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autres moyens de venir travailler que de prendre leur voiture. Les gens ne prennent pas leur voiture simplement parce qu'ils sont accros, addicts à la voiture. Il y a une question de contraintes. Et alors pourquoi on est dans cette situation? Eh bien tout simplement parce qu'on a laissé s'organiser un aménagement du territoire. Là vous voyez bien que ce n'est pas à la portée d'une décision individuelle, c'est vraiment des décisions collectives. D'ailleurs c'est une somme de micro-décisions collectives qui fait qu'on a aujourd'hui un urbanisme en France qui est extrêmement éclaté, avec beaucoup de petits lotissements qui se sont développés un petit peu partout autour des périphéries des grandes villes, où les gens finalement, ils ont choisi ça parce que c'était plus accessible en termes de vous me dites, hein, j'ai presque fini, hein, c'était plus accessible en termes financiers, puis finalement, élever ses enfants avec un petit jardin autour, c'est plutôt sympa. Et ça a été le résultat. En fait, je pourrais expliquer longuement pourquoi on en est arrivé là. Une des raisons, c'est que la France est un pays qui est censé être très centralisé, mais qui est aussi extrêmement décentralisé, et qu'en réalité, chaque maire de chaque petite commune est libre de faire son lotissement s'il veut le faire, même quand il n'y a pas de transport en commun à proximité. En Allemagne, par exemple, c'est plus difficile parce qu'on vous demande s'il y a des transports en commun à proximité. En France, ce n'est pas le cas. Et donc, voilà, ça, c'est ce que j'appelle... Alors, là, on rentre dans le domaine de ce que j'appelle la sobriété systémique, c'est-à-dire, vous voyez, toute l'organisation de notre société, c'est l'organisation de notre société, de notre vie quotidienne, en particulier de l'aménagement du territoire, mais aussi le fonctionnement des entreprises, etc., qui est gaspilleuse par nature. Et ça, il faut s'occuper de ça, bien sûr. Et puis, il y a un troisième niveau, et je m'arrêterai là-dessus, que j'introduis, moi, qui est, alors, dans mon jargon, toujours, qui est ce que j'appelle la sobriété structurelle.
Alors la sobriété structurelle, ça va un cran plus loin, c'est de se dire, après tout, on a aujourd'hui notre économie est composée d'un certain nombre d'activités. Hein, voilà, on fabrique des voitures, on fabrique des avions, des armes, pas mal. On fait aussi, voilà, vous avez une composition sectorielle de l'économie. Et en général, on la prend comme une espèce de donnée. Voilà. Bon, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de moyens d'action là-dessus, sauf peut-être par le biais des grands investissements publics. Et donc, ce que j'appelle la dimension de sobriété structurelle, c'est à une échelle de temps un peu plus lointaine, c'est-à-dire une vision peut-être un peu plus prospective, de dire est-ce qu'au fond, on pourrait imaginer une organisation économique qui soit structurellement, par nature, par la nature même des activités, plus sobre, hein, consomme moins d'énergie, émet moins de gaz à effet de serre que la composition actuelle de nos économies. Et je pense qu'il y a des pistes dans ce domaine-là, et en particulier le développement de ce que j'appelle, moi, une économie humano-centrée. Alors ça a l'air d'être comme ça un discours un peu humaniste, mais c'est très concret. Hein, ça veut dire, en fait, si vous prenez des activités, par exemple aujourd'hui comme la santé, c'est des activités, et beaucoup d'activités qui sont, en fait, si on regarde les activités qui sont en plus fort développement aujourd'hui, ce sont des activités qui, au fond, la création de valeur se fait quand même essentiellement, il y a beaucoup de technologies, bien sûr, mais la création de valeur continue à se faire, et se fait peut-être de plus en plus, par la relation interpersonnelle. Hein, c'est dans le lien entre les personnes, au fond, que se crée de la valeur, dans ces secteurs de services, qui sont aujourd'hui en très fort développement. Et donc, on voit bien, d'ailleurs, j'ai fait les petites simulation économétrique, que si on développe davantage ce genre de secteur, alors j'ai cité la santé, mais il y a aussi l'éducation, le divertissement, à condition de, ça a été dit tout à l'heure, peut-être de ne pas abuser des vidéos en streaming qui sont extrêmement consommatrices, mais bon, le spectacle vivant, beaucoup moins consommateur, vous voyez. Donc, je pense que ça, c'est aussi un sujet de réflexion aujourd'hui qui manque cruellement, me semble-t-il. À l'horizon de tout ça, c'est, au fond, dans quelle société on veut vivre. Parce que décarboner, c'est bien, mais pour aller où et dans quelle société? Donc je pense que notre société, enfin de manière générale, et nos sociétés occidentales ont un peu perdu cette idée qu'on pouvait aussi réfléchir sur, au fond, des utopies réalistes, comme ça a été dit tout à l'heure par Madame l'administratrice, pour un futur pas si lointain que ça. Voilà, pardon d'avoir été peut-être un peu long. Merci beaucoup Pierre Vens, parce que vous avez parfaitement planté le décor, et on retrouve dans tous les thèmes là, que vous avez très rapidement abordés, des thèmes qui, je crois, sont chers à votre œuvre, et je reviendrai là-dessus un peu plus tard. La transition est parfaite, puisque vous avez parlé après la sobriété individuelle, de sobriété systémique ou de sobriété structurelle, pour se tourner vers Yves Gégourel. La sobriété systémique ou structurelle dans l'organisation aujourd'hui des chaînes d'approvisionnement en matières premières, parce que c'est forcément un sujet absolument essentiel, en plus dans le contexte géopolitique qu'on connaît. Qu'est-ce que ça vous inspire là-dessus? Quels sont les points saillants, les plus saillants que vous aimeriez très brièvement partager avec nous sur ce sujet? Merci Alexis Colomb. Je voudrais peut-être revenir, en fait, puisque je suis majoritairement face à des étudiants, des lycéens, pardon, revenir sur les termes du sujet et vous avouer que répondre à cette question, moi j'ai énormément de mal. C'est-à-dire que si on me pose la question, la finance durable peut-elle vraiment servir la sobriété? J'aurais envie de répondre, je ne sais pas en fait, je ne sais pas du tout. Et je ne sais pas parce que j'ai énormément de mal à définir les termes du sujet. On vous impose ça dans vos dissertations. Et rien que sur les premiers mots, en fait, je bloque. C'est-à-dire que la notion même de finance, moi, je ne sais pas ce que c'est. Si on me demande de la décrire, je vous dirais que c'est un univers avec énormément de métiers, énormément de pratiques, énormément de vocations. Et donc, in fine, la finance, c'est un outil et tout dépend de la façon dont on va utiliser cet outil, à quelle fin. Donc, ça nous amène à définir la finance durable, mais on n'est finalement pas tellement plus aidé parce qu'on nous dit que c'est quoi la finance durable? C'est toute cette finance qui va servir l'intérêt collectif. Et puis là, je repose la question, mais comment est-ce qu'on définit l'intérêt collectif? Je vous parlais par exemple des problématiques autour de l'énergie et de l'Afrique. L'intérêt collectif pour l'Europe, pour le monde, avec toute l'hétérogénéité sociale qu'on peut avoir en France et évidemment à l'étranger. Donc c'est très compliqué de définir tout ça. Et puis, c'est pareil, la notion de sobriété, je crois qu'il est très important d'aller sur
tous les éléments de subtilité autour d'une différence entre efficacité, sobriété, sobriété individuelle, sobriété structurelle. Alors pour avancer sur le sujet, mettons de côté la définition autour de la finance durable. Juste un point quand même, dire que quand on rapproche la finance des matières premières, on a des éléments de complexité. La finance, c'est pas que du financement d'entreprise, c'est pas que du financement de production, même si le côté offre est évidemment extraordinairement important dans la finance. Mais par exemple, sur les matières premières, il y a tout un grand pan d'activité qui est ce qu'on appelle le financement transactionnel, la trade finance. Il faut savoir que le pétrole, vous l'achetez à un endroit, vous le revendez à un autre. Le cuivre, c'est la même chose. Et donc, il faut financer ces transactions. Donc, finalement, rien à voir en tant que tel avec la sobriété. Sobriété m'amène à définir transition environnementale et plus précisément transition énergétique, parce que c'est pareil, il faut faire la différence entre transition environnementale et transition énergétique. Alors, si je veux être très schématique, qu'est-ce que la transition énergétique ? C'est 3, voire 4 piliers, peut-être 5, si on introduit la différence entre efficacité et sobriété. Premier pilier, c'est l'électrification des transports. De manière très générale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire promouvoir, je schématise mon propos, le véhicule électrique et graduellement sortir des véhicules à moteur thermique. Premier pilier. Deuxième pilier, favoriser, et vous voyez que là c'est pareil, ça commence à devenir compliqué, favoriser les énergies bas carbone. J'ai bien dit bas carbone, pas uniquement renouvelables. Donc on inclut le nucléaire dans cette logique-là, qui, à mon avis, est la seule façon de boucler une partie de l'équation. Ça, c'est le deuxième pilier. Il faut évidemment un principe de cohérence, c'est-à-dire que si vous développez les véhicules électriques et que pour alimenter ces véhicules électriques, vous avez de l'électricité carbonée, c'est-à-dire du charbon et du gaz naturel, c'est quand même pas très très cohérent. Troisième pilier, c'est les infrastructures de transport de cette électricité. Vous avez un lieu de production, vous avez un lieu de consommation. Il faut évidemment qu'on puisse transporter cette électricité. Et puis, quatrième pilier, bien évidemment, la sobriété. Et donc, vous voyez que la finance durable pourrait financer les 3 premiers piliers. Véhicules électriques, énergie renouvelable, infrastructures électriques, sans évidemment jouer en faveur de la sobriété, voire même aller contre cette sobriété. Je voudrais rappeler que sur les 3 premiers piliers, ça résonne systématiquement avec ressources minérales. Vous voulez plus de véhicules électriques, vous voulez plus de trottinettes électriques, il vous faut plus de batteries qu'on appelle lithium-ion. Et dans la batterie lithium-ion, dans l'électrolyte, vous avez du lithium. Dans la cathode, vous avez du sulfate de nickel, vous avez du cobalt, vous avez du manganèse. Dans l'anode de votre batterie, vous avez du graphite. C'est de la ressource minérale. Donc plus vous allez demander de véhicules électriques, in fine, plus vous allez financer ça, vous allez répondre dans l'absolu à la finance durable. Sauf que vous ne répondez pas à la problématique de la sobriété. Vous voulez plus d'électricité pour nos smartphones, pour nos véhicules électriques ? Très bien, ça veut dire plus de photovoltaïque, plus d'éolien offshore. Mais oui, mais plus de photovoltaïque, c'est plus de panneaux solaires et c'est donc plus de silicium. Vous voulez plus d'éolien offshore, c'est des aimants permanents et c'est donc plus de terres rares. C'est du zinc pour la galvanisation. Et puis, bien évidemment, là, je ne vais pas vous surprendre, plus d'infrastructures de transport, c'est plus de cuivre, c'est plus d'aluminium. Métaux, métaux, métaux. Donc vous voyez, il y a certaines images, par exemple, j'ai en tête Joe Biden qui, on en parlait, inaugure une nouvelle chaîne de montage d'un Hummer de 2-3 tonnes électrique. On répond en surface à une forme de transition environnementale alors qu'on joue absolument contre la sobriété. Et puis, et je m'arrêterai là-dessus, il y a un lien, enfin non, j'ai juste un élément à rajouter, il y a un lien quand même à faire entre le pilier 1 et le pilier 2. Je me balade toujours avec ça. Et ça, c'est pour ceux qui sont au fond qui peut-être ne voient pas bien. Ça, c'est un peu comme Magritte, vous voyez. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est ? C'est pas une capsule de café. Ça, c'est un concentré d'histoire, c'est un concentré de géopolitique, c'est un concentré d'économie. Parce que c'est non pas du café, mais c'est de l'aluminium. Et l'aluminium, c'est une forme de paradoxe, en fait. Ça va alléger vos voitures, sauf que c'est 15 000 kWh par tonne d'aluminium. C'est l'électricité, exactement. L'aluminium, c'est l'électricité.
Et aujourd'hui, 60% de l'aluminium produit en Chine, l'aluminium produit en Chine, c'est-à-dire la moitié de l'aluminium mondial, c'est du charbon. Donc ça c'est pareil sur la transition environnementale. Qu'est-ce que, voilà, quand on finance du gaz naturel, est-ce qu'on va vers un effort de sobriété parce qu'on sort très vite du charbon et le problème c'est le charbon, ou est-ce qu'au contraire on dit non, tu as un bilan carbone qui est positif. Dernier élément que je voudrais rajouter, je pense qu'une des questions n'est pas tant finalement qu'est-ce qu'on finance, mais également ce qu'on ne finance pas par rapport à la sobriété. Et là, la finance durable, en excluant les énergies fossiles, qu'on ne devrait pas d'ailleurs agréger, la problématique du pétrole et du diesel n'est pas du tout la problématique du charbon et du gaz naturel en rapport à l'électricité. Mais si vous ne financez pas finalement le pétrole, vous avez un effet prix qui va apparaître, c'est-à-dire que vous avez une demande qui est amenée évidemment à diminuer, mais si vous avez l'offre qui diminue plus vite que la demande, vous allez avoir une augmentation des prix, et ça sera, donc vous ne financez pas, ça va avoir un effet de destruction de la demande, vous augmentez les prix du diesel et ainsi de suite, et donc pour le coup vous jouez sur une sobriété qui est une sobriété à la fois systémique et une sobriété forcée. Attention néanmoins avec ces effets-là, parce que dans cette problématique de sobriété, qui est une problématique, c'est un néologisme, mais une problématique sociétale, l'augmentation des prix va avoir des effets différenciés selon les uns et les autres, va avoir des conséquences sociales extraordinairement importantes. Et donc je crois que dans ce travail vers la sobriété, il y a un rôle, mais c'est une évidence que je dis, fondamental pour les pouvoirs publics dans l'accompagnement social par rapport à ça. Dernier élément, à l'international, une des grandes problématiques, par exemple de l'Afrique, dont on ne parle pas suffisamment, c'est la problématique de l'électrification. Sans électrification, vous n'avez pas de développement économique, et vous avez des nations qui, évidemment, développent très largement le renouvelable, mais qui ont des réserves de gaz naturel, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est-à-dire que la question sur la sobriété, c'est oui, mais qui, évidemment, fait l'effort? Et je pense qu'il faut également avoir une approche différenciée par rapport à ça. Merci beaucoup Yves Gégourel. Je pense que vous avez très brillamment résumé notamment l'un des sujets clés et des défis de la transition écologique. C'est que, comme vous le montriez avec votre capsule, on présente comme des actions écologiques, sobres, etc., des choses qui en fait sont extrêmement complexes. Et donc vous nous rappelez en fait, et comme l'a fait Pierre précédemment, implicitement la complexité en fait de l'analyse qui est nécessaire pour prendre en compte tout le long des chaînes de production et d'approvisionnement en fait les effets, je dirais l'effet net sur l'environnement de ces transitions. Et donc on peut penser qu'on est vert alors qu'en fait on pollue énormément. Alors justement sur cet aspect, je voudrais revenir sur cet aspect systémique, structurel et des mesures qu'on peut prendre. Parce que je me permettrais juste, vu le temps, de dire quelques mots sur la finance durable. C'est comme Yves l'a dit, la finance on confond souvent en fait quand on parle de finance, outils et acteurs. Quand vous parlez de la finance de marché, vous entendez pique-pendre sur les terribles marchés financiers qu'il y a, etc. Mais un marché est juste un outil d'optimisation, de mise en relation d'acheteurs avec des vendeurs. C'est un outil en fait au service de ceux qui le contrôlent. Et le problème, c'est que l'outil va faire de manière, je dirais, neutre ou amorale ce qu'on lui dit de faire, ou surtout ce que les acteurs sont incités à faire. Et très brièvement, faute de temps, je pense que l'un des messages, moi, que je tiens à faire passer, et ça a été étudié en long, en large et en travers ces dernières années par différents économistes, c'est que la finance durable telle qu'on la présente, et c'est une initiative tout à fait louable, comme l'a dit Yves, vous les financez et participez au bien commun, mais n'est pas structurellement faite pour répondre suffisamment vite et suffisamment bien aux investissements et aux redirections de flux financiers nécessaires pour combattre le réchauffement climatique. Autrement dit, si vous laissez les marchés libres à eux-mêmes, ils ne vont pas du tout, bien entendu, sauver la planète. Ils n'ont pas été faits pour ça et les marchés sont contrôlés par
des acteurs économiques, et ce que les acteurs économiques définissent comme leur fonction d'objectif est absolument central. Je me permets juste peut-être de faire un rappel ici pour les étudiants en économie, parce que vous connaissez certainement Milton Friedman. Milton Friedman, grand économiste américain, 1970, il sort dans le New York Times un article séminal, central, sur le rôle des entreprises. Et je cite, Pierre et Yves connaissent ça très bien, la responsabilité des entreprises, c'est avant tout de maximiser le profit. Le rôle social d'une entreprise est de maximiser son profit. Point. Aucune mention, bien entendu, des externalités négatives de la vie des entreprises, etc. Ça a été fait dans un contexte, 1970, General Motors, il y a une grève, un syndicat qui saisit le conseil d'administration de General Motors et qui demande à ce que 3 directeurs soient inclus dans le conseil d'administration pour se soucier des questions de biens publics, avec 2 thèmes en particulier, la sécurité et l'environnement. Bon, la réponse de Friedman, etc., est absolument lapidaire. Bien entendu, en 52 ans, on a fait énormément de progrès sur cette question, d'où notre présence ici. Mais on voit bien qu'encore aujourd'hui, et si on regarde la finance verte, la finance durable, pour des raisons qui seraient assez longues à développer, ne permet pas la redirection, je pense, et les investissements, Pierre Welch, vous avez parlé d'investissements publics, absolument nécessaires pour faire face au réchauffement climatique. Alors, en termes je dirais, de mesures macroéconomiques ou microéconomiques, sobriété systémique ou sobriété individuelle, finalement, quelles sont les solutions éventuelles que vous auriez à proposer? Est-ce qu'il faut encore de grands investissements publics beaucoup plus importants et efficaces que ceux qui ont été faits? Est-ce qu'il faut une éducation, on est au CNAM, une éducation encore plus, je dirais, vigoureuse des comportements citoyens individuels? Quelles sont un peu vos pistes là-dessus? Moi, je dirais que les pistes, elles sont surtout, alors je ne sais pas si ce mot vous est familier, je les vois plutôt au niveau mésoéconomique, c'est-à-dire au fond un peu, parce que la macroéconomie a un peu de mal à saisir tous ces processus-là. La macroéconomie, comme vous savez, c'est des grands agrégats, des très grandes décisions sur les taux d'intérêt, etc. Évidemment, c'est très important, mais si je reviens sur mon idée de sobriété systémique, mêlée évidemment à des process efficaces, on voit bien que les décisions à prendre sont des décisions un peu de type intermédiaire. Par exemple, il faut réorganiser. Je reprends mon exemple de la mobilité tout à l'heure. C'est très gentil de dire aux gens, vous devez maintenant avoir des mobilités propres, mais encore faut-il qu'ils aient les investissements qui permettent de le faire. Même le vélo, si on veut faire du vélo sans risquer sa vie, il faut des pistes cyclables. Vous voyez, donc ça, pour moi, ça c'est de la mésoéconomie. C'est au niveau de sociétés qui sont soit des villes, soit des pays, soit un peu plus, réorganiser nos systèmes supports de la vie quotidienne, je prends cet exemple-là, de façon à avoir structurellement, enfin systémiquement, des activités qui soient à la fois efficaces et sobres. Mais je voudrais dire... Alors, après, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure, à savoir, on voit quand même les grandes pistes, en termes d'efficacité notamment. Électrifier tout ce qui peut être électrifié. Ça, je pense qu'il y a un consensus aujourd'hui autour de ça. Et évidemment, électrifier avec de l'électricité propre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut électrifier, parce que l'électricité est le vecteur énergétique. Ce n'est pas une énergie, c'est un vecteur énergétique qui est le plus facile à décarboner, quoi. Mais pour le faire, ça ne peut pas se faire uniquement en laissant jouer librement les marchés. Je termine juste sur cet exemple-là. On dit maintenant, on est en plein dans cette discussion, que si on veut aboutir au net zéro en 2050, il y a des prospectives qui ont été faites, notamment par le transporteur d'électricité en France, RTE, qui montrent que si on veut y arriver, à décarboner notre système énergétique, on peut le faire.
Bon, il faut garder du nucléaire, ça je pense que, bon, peut-être malheureusement, mais enfin, je pense que l'équation autrement ne boucle pas, mais il faut développer massivement deux choses, c'est les renouvelables, et on n'en a pas 36 à disposition, c'est l'éolien, notamment maritime, et le photovoltaïque, et puis aussi la biomasse, et voilà. Et tout ça, ce sont, en fait, il faut bien voir que c'est pas des trucs qui peuvent se faire uniquement, et ça je pense que là c'est un peu une critique que je ferais à la façon dont on prend le sujet aujourd'hui en France, ça ne peut pas se faire uniquement en mettant des réglementations, des incitations, parce qu'on va tomber sur des ressources rares, qui sont notamment l'espace. Quand vous regardez ce qu'il faut comme éolien, ce qu'il faut comme photovoltaïque, il en faut beaucoup, beaucoup. Et si on laisse faire simplement les incitations financières, et même si on facilite les réglementations, c'est le projet de loi actuellement en discussion, eh bien, moi je pense tout simplement on va pas y arriver. Et donc, quelque part, il faut qu'on réinvente quelque chose qui ressemble à de la planification, où à la fois l'État met en place des infrastructures de base, parce que les privés ne financeront pas ces infrastructures de base, notamment en termes de réseaux. Hein. Il faut des grands réseaux. Il va falloir renouveler beaucoup de nos réseaux électriques. Et puis gérer une occupation de l'espace qui ne va pas pouvoir se faire autrement que par des formes planificatrices où l'État reprend un peu la main. Pardon, je suis trop long. Merci beaucoup, Pierre. Je me tourne d'ailleurs vers Yves maintenant sur une question qui, vous connaissez, les étudiants en économie que vous êtes, connaissez certainement ce qu'on appelle la tragédie des communs, c'est-à-dire le fait que quand on utilise un bien commun de manière non organisée, on finit par l'épuiser. C'est par exemple le cas de la pêche, comme exemple assez saisissant, hein, si tout le monde se met à pêcher au même endroit, etc., sans régulation, on finit par épuiser le cheptel, si je puis dire. On a beaucoup parlé ces dernières années de la tragédie des horizons, auquel vous venez de faire implicitement allusion, Pierre Vens, qui est le décalage entre, si on regarde le réchauffement climatique, les coûts immédiats qu'il faudrait prendre maintenant et qui sont tangibles aux décideurs qui en poste au moment où voilà, ces décisions doivent être prises, et puis les bénéfices de très long terme qui sont attendus. Et donc ce décalage entre les horizons des différents acteurs, des coûts et des bénéfices, etc., rend le problème extrêmement complexe. Pour parler de manière simple, si vous êtes parlementaire, si vous êtes chef d'entreprise, etc., vous avez un souci de très court terme, souvent, d'être réélu, d'être par vos électeurs, par votre conseil d'administration, etc., de présenter des résultats très court-termistes, alors qu'il faut absolument se préoccuper d'un réchauffement en marche avec une inertie considérable et des effets qu'on ne voit pas et qu'on ne verra probablement ou qu'on ne commence à prendre au sérieux que quand il est trop tard. Yves, est-ce que si vous regardez aujourd'hui le secteur des matières premières que vous connaissez très bien, est-ce qu'il y a une planification particulière pour s'adresser des pouvoirs publics à l'échelle nationale, européenne, internationale, pour se saisir de ce sujet? Merci Alexis. Alors d'abord, quel plaisir de t'entendre parler de la tragédie des communs. Je vous invite vraiment tous, il est disponible sur Internet, à lire cet article qui, je le résume un peu, mais illustre effectivement la problématique du bien public. Mais ce qui est très intéressant sur cet article, c'est sur en fait une autre analyse par des spécialistes en fait de la guerre nucléaire, et qui conseillaient, je crois que c'était Kennedy, autour de quelle est la solution en fait à la stratégie nucléaire. Est-ce que c'est une solution technologique? Est-ce qu'on investit sur la dissuasion nucléaire ou est-ce qu'au contraire on n'investit pas? Et la réponse
réponse en fait à cette analyse, c'est de dire mais il n'y a pas de solution technologique à ce problème-là, c'est une solution morale au sens très large du terme, c'est-à-dire de prise de conscience. Et je crois que sur la notion de sobriété, bien évidemment que la technologie fait sens sur les techniques de stockage du carbone, mais c'est évidemment une dimension de moralité au sens très large du terme, de comportement à la fois individuel et puis de comportement au niveau de l'acteur public. Pour répondre à ta question, oui, on a une ligne de route sur le climat. Et c'est un peu, vous voyez, comme si on décidait de faire un marathon. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà fait un marathon. Moi, je vois vaguement ce que c'est, quoi. C'est-à-dire que je vois les kilomètres. Je n'ai jamais couru de marathon, mais bon. Donc, OK. Et donc, on s'est dit tous, tiens, on va courir un marathon. Enfin, voilà, on a envie de... Ben oui, mais pour courir un marathon, il va falloir définir un programme d'entraînement. Il va falloir que toutes les semaines, on sorte 10, 15, 20 kilomètres quand il fait 0 degré l'hiver, ainsi de suite. Donc, il y a toute une préparation. Et en fait, je crois que la problématique des net zéro à 2050, c'est ce paradigme en fait du marathon. C'est-à-dire que, OK, on connaît l'objectif, on est d'accord sur l'objectif, c'est la neutralité carbone pour les économies avancées à 2050, 2060, 2070 pour les autres. OK, on a l'objectif. Maintenant, c'est le programme d'entraînement. Et ce qui nous manque fondamentalement pour réconcilier le court terme et le long terme, c'est ce programme d'entraînement qui en fait impose que l'on ait des grandes négociations internationales autour précisément des matières premières. Et quand je dis ça, mais c'est d'une utopie la plus absolue. C'est-à-dire qu'on vous dit, mais non, mais c'est un non-sujet, enfin, je veux dire, on ne va pas aller là-dessus. Et en l'absence en fait, de grandes négociations sur les matières premières, et je dis bien toutes les matières premières, et pas uniquement des négociations G20, parce qu'il y a aussi des problématiques de périmètre, je parlais de l'Afrique, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas définir de programme d'entraînement, et si on ne définit pas de programme d'entraînement, on ne va pas courir le marathon. Et honnêtement, aujourd'hui, moi, je suis un tout petit peu inquiet. Regardez ce qui se passe sur la politique gazière européenne. Le patron de la BEI nous avait dit en 2021 « Gas is over ». On est en fait en plein dans la problématique gazière. Donc, on doit couper les approvisionnements russes. On se tourne vers le GNL américain. On augmente les approvisionnements de gaz en provenance d'Azerbaïdjan. Donc, bon, déjà, même à très court terme, au niveau européen, on a une problématique quand même de cohérence. On se met un peu en ligne sur le nucléaire, mais il va falloir, vous décidez politiquement, et puis après, il faut implémenter vos unités, donc c'est quand même pas évident. Et puis juste pour terminer là-dessus, par exemple l'hydrogène, quand vous voyez qu'il y a des plans d'importation de l'hydrogène, alors vous faites de l'hydrogène vert avec du photovoltaïque dans les pays africains, puis vous l'importez après, c'est autant de transport, vous voyez que on a beaucoup à dire sur la construction qu'on peut avoir autour, non pas du climat, puisqu'encore une fois, on connaît les objectifs, mais sur le moyen pour y parvenir. Merci beaucoup Yves. D'ailleurs, vous rappelez implicitement ce lien absolument essentiel entre géopolitique et matières premières. Et il va de soi quand on, par exemple, regarde aujourd'hui la remise en route de centrales à charbon. On peut se dire qu'il y a des crimes écologiques qui sont en train d'être commis, peut-être. On a des questions de la salle, on n'a plus que quelques minutes, mais je voudrais quand même prendre des questions de la salle. Je les ai par le fil, je suis désolé, je vais peut-être commencer en tout cas une que j'ai par le fil ici. Une question sur la Chine pour vous deux, de monsieur Lacaze-Dieu, qui demande, est-ce que vous pourriez un peu parler de la situation économique en Chine, vaste sujet, mais puisqu'on parlait de planification et de sobriété systémique et de tragédie aussi des horizons, Pierre Vels, est-ce que vous pensez, quand on regarde aujourd'hui l'organisation, parce que c'est une question très fondamentale sur notre gouvernance, quand on regarde la planification qui a lieu en Chine, il y a eu une réunion d'ailleurs du Parti communiste, comme on le sait, ces derniers jours, sur des plans quinquennaux, etc. Vous parliez du plan, vous parliez... Est-ce qu'en fait, il n'aurait pas raison finalement, ou est-ce que malgré le prix à payer pour ce manque de... terrible, enfin, vous m'avez compris, comment obtenir en fait, comment concilier démocratie et planification efficace dans la durée. Donc, pourriez-vous dire un peu quelques mots de la Chine Oui, alors ça, c'est une question... C'est un vaste sujet. C'est une question immense, on pourrait y passer des heures. En plus, je ne suis pas un spécialiste de la Chine.
Bon, moi, je pense que, d'une certaine façon, c'est sûr que le fait d'avoir des systèmes très centralisés en Chine est un avantage pour un certain nombre de choses. C'est par exemple la façon dont les Chinois se sont appropriés, parce qu'aujourd'hui, je parlais des renouvelables tout à l'heure, il faut quand même savoir que pour le photovoltaïque, on est aujourd'hui extrêmement dépendant de la Chine, hein, et pas seulement du point de vue des matières premières, mais aussi du point de vue de la fabrication. Donc on est en train de remonter une industrie de la batterie en Europe, mais d'ailleurs beaucoup avec des capitaux chinois ou coréens, voilà. Bon, il est certain que les sociétés démocratiques par rapport à des situations d'urgence ont un petit handicap parce que la discussion, ça prend du temps. Même l'implantation vous savez que, par exemple, nos grands énergéticiens, ils n'investissent pas beaucoup dans l'éolien en France, hein, que ce soit EDF, Total ou Engie. Par contre, ils ont soumissionné à des appels d'offres pour faire de l'éolien en mer pour alimenter la ville de New York et le New Jersey en mettant 1 milliard chacun. Et quand on leur dit pourquoi vous ne faites pas ça en France, ils disent parce que c'est trop compliqué administrativement. Il faut 3 ans, 4 ans pour voir beaucoup plus. Donc on a une situation d'urgence. Alors après, moi, la conclusion que j'en tire, c'est pas qu'il faut qu'on fasse comme les Chinois, hein. Je suis content de vivre en France et pas en Chine parce que quelque part il y a une espèce peut-être de trade-off entre la démocratie et une forme d'efficacité, mais l'efficacité à long terme c'est quand même l'efficacité démocratique, et la démocratie c'est une valeur qui ne se discute pas. Absolument. Peut-être, Yves, quelques mots de conclusion. Oui, je crois que la question qui a été posée est vraiment essentielle. C'est la question de la planification, c'est la question des consciences. Et clairement, la Chine a une vision de long terme sur l'organisation des chaînes de valeur, sur la transition environnementale, et c'est probablement ce qui nous manque. Ce qui amène en fait à revenir sur cette définition de finance durable, parce que moi, je suis assez surpris que la finance durable soit fondamentalement définie par l'objet de l'investissement, alors qu'en réalité, on devrait mettre également le comportement de l'investisseur, ce qui nous pose en fait la question de l'investisseur patient. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai une chère transition durable, mais si on a finance durable, moi je trouve qu'un comportement d'investisseur durable serait d'essuyer la tempête, puisque le monde des matières premières, c'est un océan d'incertitudes avec plein de vents contraires. Et une finance durable serait de dire, OK, tiens, tu vas financer, j'en sais rien, moi, une entreprise de recyclage des batteries. Par contre, quand il va y avoir du gros temps, tu vas rester en fait. En tant qu'actionnaire, tu vas rester parce que tu as de la vision long terme. Ça, c'est un élément clé pour moi de la finance durable, sur lequel l'acteur public, l'investisseur public a un rôle essentiel dans l'accompagnement, puisqu'il ne le fera pas tout seul, dans l'accompagnement du secteur privé. Donc il faut absolument travailler sur l'horizon d'investissement. Très bien. Alors je me permettrai peut-être, puisque le temps tourne, de clore cette session entre... Pierre, je vais vous donner la parole tout de suite pour aussi que vous ayez l'occasion de dire quelques mots de conclusion. J'aurais peut-être pu commencer par là, mais il y a une phrase de Gandhi que vous connaissez, du Mahatma Gandhi, que vous connaissez certainement, et qui, pour quiconque s'intéresse à l'économie, je pense, est assez lapidaire, mais très intéressante sur la sobriété. Gandhi disait « Il y a suffisamment de ressources dans le monde pour tous, mais certainement pas pour assouvir les désirs de tous. » Et c'est un peu une question pirouette à la fin de cette conférence, mais Pierre et Yves, revenons-en quand même à l'éducation. Vous parliez des comportements individuels qui comptent peut-être pour un quart de l'impact qu'on peut avoir, mais quelles seraient vos préconisations, vos recommandations sur nos désirs et nos comportements? On vit dans une société consumériste où les publicitaires jouent beaucoup sur le désir mimétique, cher à un sociologue que vous connaissez certainement, qui était René Girard, qui a beaucoup travaillé sur le désir et la manière dont on communique ce désir d'un individu à un autre, si je puis dire, par mimétisme. Mais voilà, quelles seraient vos recommandations ou des préconisations particulières pour l'audience qui est la nôtre? Je pense qu'il y a
une dimension qu'on a évoquée un petit peu, mais sur laquelle peut-être on pourrait, enfin je voudrais de mon point de vue conclure. Mon bouquin s'appelle « L'économie désirable ». Et il y a un certain nombre de gens qui m'ont dit, j'ai fait pas mal de débats publics, pas seulement avec des jeunes, mais avec, dans toutes sortes de milieux. Parfois, on me dit, mais l'économie désirable, c'est un oxymore, c'est contradictoire dans les termes. L'économie ne peut pas être désirable. L'économie, c'est l'horreur, etc. Oui, mais enfin bon, l'économie, pour moi, c'est ce qui nous sert à vivre. Hein. Il faut bien manger, voyager. Moi, je suis tout à fait contre la démobilité, par exemple. Hein. Et je pense que un de nos problèmes, c'est que on a une vision, notamment de la sobriété, qui est toujours négative. Hein, c'est toujours le ci de moins, c'est moins de... Vous prenez les éco-gestes, c'est moins de ceci, moins de cela. En réalité, il s'agit de réinventer des... Alors, je ne suis pas le premier à le dire, beaucoup de gens l'ont dit sous des formes diverses. Hein, il s'agit de réinventer des formes des modes de vie, des façons de vivre qui soient plus riches, plus digne d'être vécu, tout simplement. Enfin, et moi, je suis persuadé que la sobriété, alors je ne suis pas Pierre Rabhi, voilà, mais je suis vraiment persuadé qu'il y a un chemin qui passe par la sobriété, c'est-à-dire moins d'accumulation d'objets inutiles, quoi. Ouvrez vos placards quand même, ou les coffres à jouets des enfants, moi ça me terrifie toujours. On peut avoir des modes de vie, tout simplement, à la fois plus sobre et je pense plus riche, plus agréable. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment remettre cette dimension positive aussi en exergue, parce qu'on dit toujours écologie punitive, il faudrait vraiment sortir de ça. Hein. Merci beaucoup Pierre. Yves, peut-être juste est-ce qu'il faut arrêter ces capsules à café, de boire du café ou... En tout cas, il faut s'interroger sur tous nos gestes du quotidien. C'est-à-dire que, moi, je suis un geek des matières premières, vous l'aurez compris, quoi. Donc, si je m'approche de vous, il faut absolument fuir parce que je vais vous raconter des histoires, voilà. Mais vous achetez votre ananas, vous vous posez la question, vient-il du Costa Rica, vient-il d'Afrique? Enfin bref, il faut vraiment interroger votre rapport à la matière. Moi, ensuite, je voudrais juste avoir, par rapport à ce que Pierre disait, je suis tout à fait d'accord, je pense qu'il faut avoir une vision aussi positive. Moi, je trouve qu'en fait, dans vos comportements, vous les jeunes et nous les plus anciens, en fait, c'est vous qui devriez être là à parler de sobriété in fine. Il y a plein de changements assez extraordinaires. Moi, j'ai découvert avec ma fille Vinted ou ce genre de choses. Je trouve ça assez génial, en fait, ce rapport complet à la matière, à la consommation. Alors, on n'en est qu'au début, mais c'est fondamentalement vous qui avez les solutions. Et pour à nouveau revenir sur la tragédie des communs, l'éducation, c'est quelque chose d'absolument clé. Mais Hardy nous dit ça suffira pas parce que l'éducation, ça doit se transmettre, mais ça se transmet de manière imparfaite. Et puis, il y a un monde qui évolue. Donc, éducation, transmission, mais changement de valeur fondamentalement. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je permettrai juste, pour ma part, de terminer aussi en donnant aux étudiants qui nous regardent 2 recommandations. La tragédie des communs, comme on l'a évoqué, un article de 1968 dans Nature qui est absolument fondateur. Vous avez, moi j'ai parlé de Milton Friedman qui écrit 2 ans après son article qui aujourd'hui ferait scandale, mais il a quand même eu le prix Nobel en 1976. Voilà, et je finirai également par remercier Pierre-Pascal Boulanger et le Printemps de l'économie de nous avoir accueillis pour cette 10e session. Merci encore à nos 2 intervenants. Pierre Vels aussi. L'économie désirable, sortir du monde thermofossile, c'est un excellent livre, très accessible. Et son dernier livre, Bifurcation. Merci à tous.